Alors, nous voici donc pour le direct. Voilà, j'attends donc que Ginestra puisse se connecter voilà, sur mon live. Ça a marché tout à l'heure, ça devrait fonctionner encore. Voilà. Alors j'espère que je vous espère nombreux à soit regarder en direct, soit en replay. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Voilà, Ginestra est là, je pense. Hop, voilà. Partager. Je vais la faire venir. Inviter. C'est comme tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on n'a pas marché de suite. Voilà. Là, ça va être la bonne. Je suis heureuse de la retrouver. Là, ouais. Coucou, Bonjour Delphine. c'est bon, on y arrive plus vite. Hein. Ouais, on est. Est-ce que tu me vois? Oui, très bien. Ok, super. Parce Alors donc du que coup, moi, j'ai un petit problème de connexion. Je vois pas. Je sais pas si tu m'entends. d'accord, oui, si moi je t'entends très bien. Alors là, j'ai ton image qui est un peu figée. Ouais. Euh, c'est figé aussi de mon côté? Non, Pas- je t'entends en retard. Ok. Bon, bah écoute, moi je sais que ça avait déjà fait ça lors d'un autre visio que j'avais fait. Et je pense que c'est parce qu'on est un peu loin, comme on est carrément sur deux continents différents. Et mais quand on est en replay, en fait le replay, tout se fait normalement. Ah mince, alors attends, on t'a perdu. Attends, je vais hop, te rajouter de nouveau. Alors, comment je partage la diffusion? J'essaie pourtant éviter. Putain, là aussi. Alors, comment se fait-il que tu n'es plus là, Ginestra? On était bien parti. Ajouter. Euh, difficulté technique. Ok. Alors, comment on peut faire inviter de nouveau? Non, toujours. Ouais. Alors, tu es ici, mais moi, je n'arrive pas à te faire revenir. Si la personne accepte, elle participera en mode vidéo ou en audio seulement. Mais oui, si, normalement. Alors. Ah, voilà. Ça Voilà. y est. Est-ce que maintenant tu me vois? Ouais, très bien. Super. Super. Et moi aussi, je t'entends, je te vois. J'espère que tout va bien, bien se passer cette fois. On y arrive, on y arrive. Super, magnifique. Donc, bonjour, bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonjour, ça dépend où vous habitez sur cette planète. Je suis très contente de rejoindre Delphine ici avec vous ce soir. Et oui, nous allons donc aujourd'hui en fait aborder un sujet qui préoccupe plus de la moitié des personnes, voire 100%, parce qu'à un moment donné, on a tous vécu quelque chose un peu compliqué dans notre vie. Et justement, le but de notre échange, c'est de savoir comment reprogrammer en fait notre mental, voilà, pour pouvoir continuer quand quelque chose a été compliqué à vivre et toujours là un peu à nous hanter. Comment on fait pour continuer, pour se remettre en action Voilà, on nous demande bien souvent, d'ailleurs, quand on voit tout ce que tu as vécu, comment tu fais aujourd'hui pour continuer, pour avoir cette énergie, pour avoir cette joie, cette connexion. Comment tu fais? Parce que moi, je n'y arrive pas. Mais voilà, on va pouvoir en parler aujourd'hui, ce soir, parce on a beaucoup d'outils, l'une comme l'autre, qu'on a pu développer, déjà parce on les a utilisés, on les a appris à utiliser, et puis maintenant, on apprend aussi, on a appris d'ailleurs aussi à pouvoir aider, donc accompagner des personnes avec ces outils-là. Donc voilà, c'est vraiment le but de notre échange aujourd'hui.
Exactement. Mais tu sais, avant peut-être de rentrer pleinement dans le sujet, j'aimerais un peu me présenter aux personnes qui regardent sur ta page parce que toi, tu me connais très bien depuis des années, mais peut-être qu'ils n'ont aucune idée qui est cette femme qui arrive ici. Donc, mon nom est Genestra Mora, je suis coach intuitif spécialisée dans la guérison de l'enfant intérieur par la reprogrammation mentale et émotionnelle. C'est ça ma particularité, reprogrammation mentale. Et je vais vous dire pourquoi je suis arrivée à cette reprogrammation mentale et pourquoi je suis arrivée à cet enfant intérieur. Parce que moi, il y a bien des années, je vivais un divorce extrêmement compliqué, extrêmement compliqué, violence, beaucoup de choses, tout ce que vous pouvez imaginer quand toi, tu vis 15 ans avec un homme narcissique qui ne veut pas lâcher prise sur toi, il ne veut pas, tu es à sa proie et il ne veut pas te laisser. Et après ce divorce, moi, je pensais que je veux être libre. Oui, j'étais libre de plein point de vue, mais émotionnellement, j'étais toujours attachée à lui. Et je considérais que je veux mourir avec lui attaché de moi, point de vue émotionnel. Je vivais toujours dans la peur. J'avais une faible estime de moi, confiance en moi. C'est comme je me retrouvais morcelée. Et vous savez, j'avais 2 enfants en bas âge. Mon fils avait 4 ans dans ce temps-là et ma fille 8 ans. Et moi, j'étais dans pleine crise existentielle avec une dépression majeure, des pensées très noires. Et je pensais, OK, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais sortir de là? Et je vous dis honnêtement, j'avais aucune solution, aucune réponse à mes questions. Parce que ma question principale, c'était pourquoi je dois vivre cette situation, comment je vais m'en sortir de cette situation, est-ce que ce sera possible encore de trouver un peu de paix. La seule chose que moi je voulais dans ma vie, c'était pas plus d'argent, un autre homme, une grosse maison, je voulais être en paix. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce chemin. Dans ce temps, vu que j'étais tellement dans une grosse dépression, c'était une dépression majeure, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Je suis allée comme tout le monde par ce chemin prendre une psychothérapie pour m'en sortir. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Que chaque fois quand je m'en allais dans le cabinet, je parlais. Oui, c'était bon, c'était pour le moment. Je me défoulais, je vidais mon sac, mais je revenais à la maison et c'était comme je retombais dans mes anciens modèles, dans les anciens patterns, les anciens schémas. J'étais toujours dépendante affective, toujours dans le sauveur, toujours dépressive. Rien n'avait changé. Cette heure de psychothérapie que j'avais par semaine changeait absolument rien en dehors du fait que j'avais la possibilité, une personne devant moi, d'écouter mon histoire, qui était, comme je dis maintenant à mes clients, plus ou moins vraie. Parce que la vérité absolue n'existe plus. Ça existe vraiment une interprétation des faits. Et à ce moment-là, j'ai découvert le chemin du développement personnel. Et sur ce parcours qui a été extrêmement long, pour m'en sortir réellement de cette histoire, ça m'a pris à peu près 8 ans. 8 ans, c'est long, ok? Excusez-moi. 8 ans, c'est extrêmement long. Et pendant ces 8 ans, j'ai essayé tellement de thérapies, tellement de stratégies, tellement de solutions. Pour une période de 5 ans, je lisais un livre par jour dans le domaine du développement personnel. J'écoutais tout ce qui bougeait sur Internet. Vidéoconférences, séminaires, webinaires, retraites, tout ce que vous pouvez imaginer, je les ai toutes faites. Et en plus, je suis allée aux États-Unis. J'ai travaillé avec les plus grands des plus grands parce que j'avais des questions existentielles et je voulais, non, moi, je veux vivre heureuse. Et à un certain moment, 8 ans plus tard, je me réveille un matin, j'étais extrêmement sereine, en paix, en joie, c'était une profonde joie dans ma vie. Et je regarde autour de moi et je vous dis honnêtement, je vivais toujours à la même place, je n'étais pas plus riche, j'avais pas de partenaire non plus 8 ans plus tard, je n'étais pas toujours avec quelqu'un en couple, je n'étais pas plus riche non plus, mais j'étais dans une profonde paix intérieure. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je regardais en arrière, j'ai été capable de voir des patterns, des modèles, de qu'est-ce que j'avais changé. Et j'ai constaté que la personne qui était il y a 8 ans, ça n'existait plus. Et la personne que j'étais maintenant, c'était complètement une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, elle sentait différemment, elle pensait différemment, elle réagissait différemment aux stimulus extérieurs de la société. Vous comprenez? Et c'est de cette façon, je dis, oh, c'est comme effectivement la nouvelle version que j'étais m'avait sorti d'une boîte, comme une poupée, comme une nouvelle poupée que tu déballes dans une boîte. Elle fonctionnait complètement différent. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais changé tout mon ancien mode de fonctionnement, tout mon pattern, et je vous dis, les modèles comportementaux ne sont pas juste la manière de penser, mais aussi la manière de te sentir et la manière de réagir, comment tu te comportes. Quand quelqu'un dit quelque chose, comment tu réagis. J'avais changé tout ça.
absolument tout. Et à ce moment-là, je suis rentrée dans ce monde des neurosciences, reprogrammation mentale, subconscient, inconscient, tu vois, tout ce monde-là. Et c'est comme je me trouvais vraiment un poisson dans l'eau et j'ai commencé à plonger, à patauger de tout mon cœur dans ces informations. Et j'ai vu que plus je les appliquais sur moi, plus je devenais une nouvelle. C'était comme une mise à jour tout le temps, tout le temps. Et à ce moment-là, j'ai commencé à appliquer ces stratégies que j'avais commencé tranquillement avec mes clientes. Et plus j'allais profondément dans la reprogrammation mentale, plus je voyais des résultats extraordinaires. Et tu sais, Delphine, une chose surprenante que j'ai constatée chez mes clientes. Elles venaient me voir, toutes comme moi, après avoir étudié beaucoup, beaucoup de choses, lu beaucoup. Elles connaissaient toutes leurs blessures, elles connaissaient tous leurs modèles de comportement toxiques qui n'étaient pas bonnes. Mais elles venaient avec cette question. Finestra, pourquoi je connais tout, mais je ne peux rien changer? Tu vois? C'est ça. Et c'était une grosse question, et même cette question revient toujours, toujours. Pourquoi je connais tout, toutes mes blessures, mon enfance, mes liens entre toutes, mais je ne peux rien transformer parce que je réagis toujours de la même façon. Je me comporte toujours de la même manière. Pourquoi? Tu vois? Ça, c'était la question clé qui revenait souvent, et je pense que ça revient aussi parmi tes clientes. Oui, beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a le problème de l'accès à l'inconscient, à quelque chose qui est là, qui est un schéma qui est automatique et dans lequel on revient tout le temps, parce qu'en fait, le cerveau va vouloir quelque chose de confort. Il n'aime pas l'inconfort. Et c'est vrai que changer le schéma, la programmation qu'on a, c'est inconfortable au départ. Donc du coup, il va vraiment falloir faire une sorte d'effort de clairvoyance pour pouvoir sortir de ces schémas-là. Et effectivement, c'est ce qui revient régulièrement, quoi, parce que les personnes là ne comprennent pas comment, après des années encore de thérapie, elles retombent toujours dans ces schémas-là. Et voilà, il y a effectivement tout un accompagnement, quoi, à faire pour arriver à percer l'inconscient. Alors, il y a tout un tas d'outils effectivement qu'on utilise, mais voilà, celui qui nous correspond est le bon. Il n'y a pas l'outil miracle forcément, c'est celui qui correspond à la personne, mais vraiment, il va falloir qu'elle le prenne à bras le corps, hein, j'ai envie de dire, et vraiment l'intégrer entièrement dans sa vie. Voilà, c'est pas un coup de baguette magique, en fait, c'est vraiment de la compréhension qui se fait par une action personnelle. Voilà, c'est ce que tu as fait. Exactement. Mais tu vois, Delphine, avant de pouvoir, comme moi, je dis toujours, toujours, avant de pouvoir changer quoi que ce soit, il faut que tu comprennes comment le changer, tu vois. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui pour vous expliquer un peu pourquoi tu connais tout, mais tu ne peux pas changer où est la racine et comment c'est formé. Il faut en premier comprendre que c'est comme surprenant et beaucoup de personnes ne connaissent pas ces liens, mais absolument tous nos problèmes à l'âge adulte, mais absolument tout. Même si tu as de la difficulté à attacher tes souliers, ça vient de ton enfance. Absolument tout. Pourquoi? Parce qu'entre 0 et 7 ans, le cerveau de l'enfant, il est en expansion. Il commence à grandir, il commence à évoluer. Mais pendant entre 0 et 7 ans, en même temps, le cerveau de l'enfant, il est dans un état hypnotique. Tu vois? Et dans un état hypnotique, toute suggestion qui vient de l'extérieur, elle est automatiquement intégrée dans ton inconscient comme un pattern, comme un modèle de fonctionnement. Et l'enfant va la prendre comme vrai. Parce que le filtre réflexif de l'enfant pour dire non, c'est pas vrai qu'est-ce que tu dis, que ça commence vers 8 ans. Il n'est pas du tout développé. Juste, il dit ah, je crois pas. Oh, peut-être que c'est pas vrai qu'est-ce que tu dis. Mais entre 0 et 7 ans, absolument tout ce qui se passe autour de l'enfant, c'est vrai. Donc, si l'enfant, il a entendu des choses, si on lui a dit quelque chose, s'il a vu ses parents, comment ils réagissent à certaines situations, si à l'école ou dans son environnement avec les pères, il a vu certains modèles, l'enfant tout de suite les a intégrés. Parce que, pourquoi? Parce que cette manière de fonctionner du cerveau de l'enfant, ça l'aide à apprendre vite. C'est comme ça l'enfant apprend à marcher, l'enfant apprend à parler, l'enfant apprend à manipuler, à utiliser la motricité fine, justement parce qu'il a ces sensors, cette capacité de voir qu'est-ce qui se passe autour de lui et de l'appliquer. Mais le problème, c'est que l'enfant va prendre qu'est-ce qui est bon, il va l'utiliser, mais aussi qu'est-ce qui est mauvais et qui va l'intégrer dans son inconscient. Et à ce moment-là, vont se former la première base dans l'inconscient de tous nos futurs comportements, tu vois. Donc, si à 7-8 ans, on te dit toujours, tu vas jamais arriver, tu n'es pas assez bon, l'enfant va effectivement le croire, il ne va jamais douter de ça. Et tu te réveilles à 50 ans que tu ne te fais pas confiance. Et tu te dis, pourquoi je ne fais pas confiance? Et maintenant, imaginez que 0 et 7 ans, c'est cette base.
où tu accumules beaucoup d'informations. Et la suite, tu dis, ben, qu'est-ce qui se passe après 7 ans? Après 7 ans, on commence à accumuler encore plus d'expérience. Ça, c'est comme la première couche qui s'est accumulée, elle est très stable. Par la suite, on va avoir beaucoup d'expériences personnelles qui vont faire en sorte qu'elles vont valider qu'est-ce que nous on croit déjà. Imagine qu'à 5-6 ans, on t'a toujours traité comme tu n'existes pas. Tu arrives à l'école, tu as 7-8 ans, 9 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois dans un coin de la classe, tu ne prends jamais la parole, tu ne te fais jamais des amis. Pourquoi? Parce que dans cette base, tu as été traité de cette façon invisible. Tu continues cet aspect d'invisibilité et tu dis jamais non, je le dois à plus. Tu ne sais même pas que ça existe, cette notion, je le dois à plus. Et tu continues. Et la vie fait en sorte que chaque fois, il t'arrive des choses qui vont prouver qu'est-ce que tu crois déjà sur toi et qu'est-ce que tu crois va être encore consolidé. Tu vois? Et c'est comme une sorte de boule de neige qui descend sur une pente. Elle devient, au début, elle était toute petite, mais à la fin, devient grande. Et tu es enroulé dans une sorte de spirale sans fin, où toutes les expériences négatives te frappent en permanence et tu dis, ma vie est maudite, qu'est-ce qui se passe? C'est une malédiction, j'ai pas de chance, etc. Non, c'est juste que tu es prise dans ton propre piège qui a été construit dans ton enfance, c'est par la suite renforcer. Maintenant, il faut comprendre un peu cet inconscient. Qu'est-ce qui se passe? L'inconscient, en fait, c'est le domaine de l'âme. Si on va dans un domaine plus spirituel, c'est le domaine de l'âme. Mais si on va dans le domaine du mental, imaginez que c'est comme une énorme librairie d'images. Une librairie d'images, ok? Et dans cet inconscient, c'est stocké absolument tout, mais tout ce que nous avons vécu, positif ou négatif, mais pas sous forme des mots ou de pensées, qu'est-ce que beaucoup de personnes disent, parce que, ah, je pense à ça. Non, c'est stocké sous forme d'images. Tu vois, Delphine, c'est la forme, c'est les images que tu stockes. Donc, on a une énorme librairie d'images. Et n'oubliez pas, l'inconscient, c'est comme une caméra allumée 24/24. Toi, tu as 5% conscience de ce qui s'est enregistré. Mais le 95%, il enregistre absolument tout. Tu vois, des choses que tu n'es même pas consciente. Imagine, dis-moi s'il te plaît si tu as vécu cette expérience. Tu vas sur une rue, ok? Et sur cette rue, il y a plein de magasins à gauche, à droite, à toutes sortes. Et tu regardes, tu n'es pas tellement intéressé par un magasin en particulier, mais tu regardes comme ça, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu arrives chez toi et quelqu'un te dit, ah Delphine, j'aimerais tellement manger un bon gâteau, mais je ne sais pas où trouver une pâtisserie. Qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, tu te dis, attends, je pense que j'ai vu quelque part une pâtisserie. Tu vois? Oui, tout à fait. C'est ça. Tu n'as pas enregistré l'information d'une manière consciente. C'est ton inconscient qui a enregistré l'information. Tu n'as fait que par la focalisation consciente, tu es allé chercher cette image. Mais tu n'as pas dit, ah, il faut que je me rappelle qu'ici, à 203 de Laurier, il y a une pâtisserie. Tu n'as jamais fait ça. Mais tu vois, quand quelqu'un te demande, tu dis, ah, attends. Je pense que j'ai vu quelque part. C'est exactement cette réaction. C'est vrai? C'est exactement ça. Tout à fait. Ah, et ce que j'ai Donc, tu vois, c'est ça que ça se passe. Donc, cet inconscient va enregistrer comme une caméra absolument tout. Mais maintenant, regarde que tu es dans ta chambre, enfant, et tu entends tes parents qui se chicanent, qui ont une grande dispute. L'inconscient va enregistrer, même si tu es occupé à jouer avec quelque chose d'autre. Tout de suite, un modèle s'est incorporé dans ton inconscient. Et maintenant, on va aller à une couche un peu plus bas. Qu'est-ce qui se passe? À cette image, elle n'est pas toute seule. À cette image, obligatoirement, il y a associé une émotion. Tu vois? ça. Une émotion. Et pourquoi on souffre pour des choses qui se sont passées il y a 15 ans? Ça n'a rien à voir avec maintenant. Avec la pensée consciente, tu es parfaitement capable de comprendre, écoute, ça fait 5 ans que c'est arrivé, je suis 25 ans plus tard, personne ne peut me blesser. Mon père est décédé même, personne ne peut encore me blesser. Pourquoi 30 ans, 25 plus tard, des années plus tard, tu souffres encore à cause de ce qui s'est passé? Mais regarde le processus. Tu es dans ta chambre ou tu es dans quelque part. Et il y a quelque part de l'extérieur un stimulus, un facteur qui déclenche. Quelque chose, ça peut être une odeur, ça peut être une image, ça peut être un son, ça peut être une musique, ça peut être quelque chose que tu as vu. Tu ne te rends pas compte, mais tout de suite, cette chose-là a touché quelque chose à l'intérieur de toi. Tu vois? Inconsciemment, tu vas aller faire un glissement temporel. Tu vas faire un glissement temporel. Et tu vas glisser, tu es dans ta cuisine en train de faire le souper, de préparer le souper, focalisé à découper tes pommes de terre, ok?
Mais ta pensée glisse il y a 20 ans en arrière, quand tu étais dans la cuisine de ta mère, et ta mère t'a chicané ou t'insulté parce que tu n'as pas fait je ne sais pas quoi. Tu vois? Mhm. Tu es dans ta cuisine, dans ton présent, il n'y a rien mal qui se passe, rien qui pourrait te faire souffrir. Mais tu es dans ta cuisine et tu pleures. Tu comprends? Ouais. Parce que tu as fait un glissement temporel, 25 ans, et tu te rends même pas compte. Tu es même pas consciente. Et dès que tu as processé, tu ne te trouves pas parce que, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un glissement temporel et tu as accès une image, pas des mots. Tu n'entends pas qu'est-ce que ta mère te dit, tu as amené l'image. Et notre mental, il ne fait pas la différence que c'est une image qui est depuis 20 ans, aujourd'hui, ou d'ici en 50 ans. Il traite l'image que tu lui donnes. Et comme je vous ai dit, à cette image, lui est relié des émotions. Donc, tu es bien dans ta vie, tout est correct, mais tu as fait un glissement temporel. Tu es allé chercher l'image d'il y a 20 ans quand tu avais de la souffrance, ta mère en train de te frapper ou quelque chose. Tout de suite, l'image est dans ta tête. À l'image, il est associé l'émotion et tu commences à te sentir mal. Tu vois? Comment ça, c'est ça, c'est le lien. Mhm. Et c'est ça que ça se passe toute notre vie. Donc, toutes nos souffrances, Delphine, sans exception, toutes les souffrances dans notre vie sont provoquées par notre mental et par ces permanents glissements temporels qui font en sorte qu'on va chercher des images stockées dans notre inconscient, on peut être partout, on va les ramener dans notre présent sans être conscient de ce qui se passe. L'émotion assimilée à l'image souffrante est là et oups, on souffre. Parce que tu sais, je demande à mes clients, je dis écoute, dis-moi concrètement, ici, aujourd'hui, là, à ce moment-là, il y a quelque chose dans ta vie qui est super grave et qui te fait souffrir. Elle me dit non. Quand je regarde dans ma vie, ben écoute, j'ai un bon mari, j'ai un bon travail, mes enfants sont bien, mais c'est comme toujours une grande tristesse derrière et je n'arrive pas à m'en débarrasser de cette tristesse. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'en permanence, elle va aller chercher des images dans cette bibliothèque énorme de l'inconscient, les amener dans sa conscience, dans le moment présent, et à cette image souffrante, il y a l'émotion souffrante, et regarde comme elle vit cette personne dans un cycle répétitif souffrant. Même s'ils sont présents, il n'y a rien qui pourrait effectivement la faire souffrir. C'est exactement ça. C'est vrai que c'est ce qu'on retrouve aussi en PNL, en fait, où on va se connecter, donc, du coup, aux souvenirs qui sont dérangeants, comme ceux qui nous hantent encore aujourd'hui, mais aussi à des souvenirs qui, pour le coup, ont été des ressources où on va pouvoir se connecter aussi à des émotions positives dont on a besoin, voilà, justement aujourd'hui. Et en fait, on va arriver comme ça à enlever des ancrages négatifs qui sont justement des ancrages faits avec les émotions. Et du coup, là, on va arriver à jouer un petit peu avec tout ça de façon, effectivement, comme tu dis, à pouvoir reprogrammer du coup notre présent. Et même, comme tu disais si bien, c'est vrai qu'effectivement, le futur aussi peut nous faire tellement peur que l'on va se retrouver complètement bloqué de peur, voilà, de se retrouver seul ou de ne pas réussir quelque chose. Eh bien, on va être bloqué dans le présent, on va pas arriver à avancer parce qu'en fait, on a ce truc-là que les animaux n'ont pas, c'est de pouvoir effectivement faire jongler donc des images qui ne sont pas d'aujourd'hui, qui sont d'avant ou de plus tard, et les faire venir dans notre moment présent comme si elles existaient là aujourd'hui, comme si ça arrivait. Et du coup, on a vraiment l'émotion qui est liée à ça. Voilà. Exactement. Mais tu sais où est la partie intéressante dans cette histoire? Comme je disais, inconscient, c'est 95%, la partie consciente, 5%. Et tu sais, la partie consciente, elle réalise que c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et que pas la peine d'en souffrir aujourd'hui. Tu réalises, ok, tu es bien conscient. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une transmission d'informations de la partie consciente à l'inconsciente. L'inconsciente, il n'a pas encore reçu l'information. Écoute, c'est fini, tu es plus en danger, ta mère ne peut plus te punir, personne ne va t'abandonner, c'est Mm. fini. L'inconscient, il n'a pas reçu l'information, alors il traite ces images en permanence comme elles sont vraies, comme elles se passent maintenant, tu vois. Et alors, qu'est-ce que moi, je travaille beaucoup avec mes clients dans mes programmes de coaching, c'est justement d'apprendre et d'utiliser comme technique le langage de l'inconscient. Parce que qu'est-ce que c'est super important de passer le message à l'inconscient, c'est fini, calme-toi, c'est fini,
plus besoin d'être en mode réactif, plus besoin d'être en mode survie. Tu es en sécurité maintenant, tu vois. Et mais comment on parle ce langage de l'inconscient, c'est ici parce que, comme je te disais, il y a une discordance, une incapacité de connexion entre la partie consciente et inconsciente. Justement, en utilisant la manière dont l'inconscient parle, les images, tu vois. Pourquoi dans les thérapies traditionnelles, où ça dépend de chaque thérapeute, ils vont beaucoup utiliser des métaphores, beaucoup utiliser des images, parce que l'inconscient, dès que tu lui construis une image, par exemple pour un événement, il garde une certaine image, ok? Dès que tu l'amènes la personne à se focaliser sur cette image, mais tu arrives à donner une autre image, à remplacer, c'est ça le processus. Tu remplaces l'image initiale de souffrance avec une image de pouvoir, de joie, d'accomplissement. L'ancienne image, elle va être effacée. Et alors, la nouvelle image va prendre la place de l'ancienne et c'est sûr que tu vas te sentir heureuse. Je te donne un exemple. J'ai dans mon coaching, d'ailleurs, dans ma communauté de femmes phoenix, j'ai une communauté de femmes phoenix où j'organise 2 fois par mois ce type de rencontres. Une personne qui a certaines problématiques pour venir et avec l'aide de ce langage de l'inconscient, on va effacer les anciennes images et on va instaurer de nouvelles images. Elle vient donc elle vient avec cette problématique, elle avait des problèmes d'alcoolisme depuis des années et elle avait comme on and off, tu vois, elle avait des moments quand elle buvait plus, des moments quand elle buvait moins, et dès qu'il y avait un facteur extérieur plus perturbant, elle retrouvait vite son ancienne habitude de boire, et ça la perturbait beaucoup parce qu'elle avait des enfants. Et tu vois, quand on creuse, au niveau de l'inconscient, c'est tout un processus, je n'ai pas le temps maintenant de l'expliquer, mais c'est tout un processus pour arriver à trouver cette information. C'est qu'est-ce que ça représentait effectivement l'alcool pour elle? Qu'est-ce que ça représentait? Et on est arrivé à la conclusion, et c'est elle qui a dévoilé ça par la technique, que l'alcool représentait en fait pour elle un bouclier, un mode de se protéger du monde, un mode où elle pouvait fuir les choses qui étaient trop lourdes, trop difficiles à gérer, trop compliquées, trop blessantes, tu vois. C'était son bouclier. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, Delphine? On a détruit littéralement ce bouclier et on l'a remplacé avec un autre bouclier. Parce qu'elle ne pouvait pas rester sans bouclier. Mais cette fois, le bouclier, ce n'était pas l'alcool. Le bouclier, c'était ses enfants. Tu vois? Je vois. Ses enfants. Et alors, les efforts de vivre bien et de vivre heureuse, elle ne les faisait pas pour fuir du monde avec l'alcool, mais pour que l'enfant la protégeait en tant que mère. L'enfant la protégeait du monde. Leur amour extrêmement puissant protéger la mère de toutes les adversités du monde. Et alors, cette protection et cet amour inconditionnel de l'enfant lui donnait la force d'affronter le monde. Et je te dis, on a fait cette stratégie, Delphine, et elle m'a écrit justement aujourd'hui, elle m'a écrit, parce qu'elle est dans ma communauté de femmes phoenix de Ginestra, ça fait déjà 2 mois et demi, j'ai pas touché une goutte d'alcool. Et je suis forte et j'ai pas du tout envie. Et maintenant, j'essaie de laisser tomber les cigarettes et tout ça. Et elle dit, je peux même pas te remercier, j'ai pas de mots pour te remercier à quel point c'est notre séance de coaching. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Mais qu'est-ce qui s'est passé enfin? Tu vois, pour elle, elle ne pouvait pas se débarrasser de l'alcool parce que l'alcool la protégeait. L'alcool la protégeait dans son inconscient. C'était formé cette image que ça, c'est ma protection. C'est qu'est-ce qui me garde en sécurité. Or, la sécurité, c'est un instinct primaire de l'être humain. Tu ne peux pas vivre si tu ne te sens pas en sécurité. Tu vois, imagine que tu as un serpent venimeux dans ta chambre. Est-ce que tu vas dormir? Je doute que tu vas dormir, tu vois. Le temps que tu ne te sens pas en sécurité, tu ne peux pas vivre. Or, pour elle, dans son inconscient, c'était construit cette image que l'alcool, c'est son bouclier. Et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas renoncer. Pas qu'elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas. Parce que dans son inconscient, l'image de la protection était construite autour de l'alcool. Tu vois, c'est juste changer les images. Et la transformation est irréversible. Pourquoi? Parce que la première image de l'alcool comme bouclier, elle est effacée. Une fois qu'elle est effacée, elle est disparue. Elle ne revient plus jamais. Tout à fait. Et c'est très beau de voir ce genre de transformation, genre avec une prise de conscience finalement qu'il y a un intérêt positif à la base.
sur un comportement qui est répétitif et gênant, en fait, il faut voilà vraiment aller chercher quelle est l'intention positive en fait de cette facette de nous. Voilà, avant de vouloir la rejeter, il s'agit déjà de l'accueillir, pouvoir vraiment l'écouter. Et à partir de ce moment-là, effectivement, comme tu l'as fait, on peut contacter aussi la part de nous qui est très créative et qui va pouvoir proposer autre chose finalement qui est écologique pour la personne, qui lui convient, qui convient aussi aux deux parties d'elle-même. Du coup, la partie auteur de ce comportement, mais aussi à la partie qui veut bien essayer autre chose. Et c'est là qu'on voit effectivement des miracles. Et c'est extraordinaire à quel point on peut vraiment reprogrammer nos comportements. C'est un très très beau cas que tu nous relates là, vraiment. Et je te dis, et ça, c'est j'en ai eu des centaines de personnes avec qui on a reprogrammé comme ça. J'avais une autre cliente qui, quand elle a eu 5 ans, elle a été dans un parc, elle a été attaquée par des oies sauvages. Tu vois, elles sont assez grandes, comme elle. L'enfant avait, je pense, pas 53 ou 4 ans, quelque chose de genre. Donc, imagine ces oies qui sautent sur toi. Tu as 4 ans, 3 ans. Dans son image, les oiseaux, c'était immense, immense. Surtout, étaient menaçants. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait 50 ans et elle avait une peur bleue des oiseaux. Elle ne pouvait pas ouvrir sa fenêtre pour aérer parce que j'avais peur qu'un oiseau va rentrer. Et tu sais, elle habite en France, à Paris, et tu sais, il y a toujours les places avec plein de pigeons et tout ça. Pour elle, c'était comme impossible de passer par là parce qu'il y avait trop d'oiseaux et tout ça. Et on a travaillé sur ces images, on a travaillé sur ces images, Delphine, et plus jamais, la peur des oiseaux est revenue. Je te dis, on a effacé, on a guéri, on peut utiliser effectivement ce mot guéri, une peur d'oiseau qui durait depuis 40 ans. Ouais. Pourquoi la peur était là? Parce que l'enfant de 3 ans, il a imprégné dans son inconscient comme l'oiseau était une menace. Tu vois? Oui. Mais réellement, comme adulte, tu réalises qu'une oie, même si elle saute sur toi, elle ne peut pas faire grand-chose. C'est pas une menace pour ta vie. Mais on a fait juste faire effacer, on a effacé l'ancienne l'image de la menace avec les émotions qui étaient reliées. Et la personne se trouvait libérée pour toujours de cette peur. Tu vois? Moi, j'avais eu le cas comme ça, pareil aussi une dame qui, qui avait un certain âge quand même et qui ne pouvait pas aller à l'enterrement des personnes de aucun enterrement, et justement elle avait perdu sa petite sœur et sa maman, et en fait elle n'avait pas pu aller aux enterrements et elle en était très attristée. Du coup elle me dit voilà, vraiment c'est un problème pour moi, j'aimerais pouvoir être là, honorer la personne quand elle s'en va. Mais en fait elle était choquée depuis toute petite, puisqu'on a 6 ans, son oncle en fait lors de du décès de la grand-mère, son oncle l'avait pris par le bras. Il était très très en colère parce qu'en fait il voyait les enfants qui s'amusaient en fait à jouer, à mimer donc le cercueil que l'on soulève et tout ça. Donc, du coup voilà, il y en avait 4 qui portaient une planche et puis un tout petit qui était sur la planche, et donc, du coup ils rigolaient beaucoup évidemment ils avaient besoin donc de mimer la scène, ce qu'ils allaient voir quoi, pour pouvoir en fait extérioriser, mais que ça fasse moins peur. Mais le oncle, lui, du coup, l'a vu d'un autre regard. Lui, il a eu l'impression qu'il manquait de respect en fait à la grand-mère qui était là décédée, donc on allait amener effectivement. Et donc du coup de colère, il a pris la petite en fait par le bras, il l'a amenée de force dans la maison et il a jeté sur le cercueil de la mamie, et donc qui était encore ouvert. Donc en fait elle s'est retrouvée sur le corps de sa grand-mère face à face avec elle, et donc du coup elle s'est mise debout sur elle, et là elle était un peu en hauteur, du coup elle a bien compris que si elle bougeait trop en fait, le cercueil allait se retourner, et donc la grand-mère sur elle, et ça allait être catastrophique. Du coup elle s'est mise à piétiner sur le ventre de la grand-mère et à crier tante et flûte, et du coup sa maman est venue la chercher. Et donc voilà, là tout s'est arrêté, et donc elle était enfin en sécurité dans les bras de sa mère. Mais voilà, cette image-là, en fait, de se retrouver comme ça contre le corps froid, elle me disait vraiment, c'est ça qui m'a le plus surpris, c'est que son corps était froid, et elle a eu très peur. Et en fait, du coup, c'est resté. Et donc voilà, il a fallu effectivement faire un travail donc de dissociation et même de switch pour pouvoir en fait diminuer l'impression du coup qu'elle a eue,
J'avais joué vraiment avec elle sur les submodalités, et puis on a essayé de, donc c'est tout ce que l'on peut percevoir dans nos cinq sens. Et puis on avait fait un travail un peu de, comme si elle avait une caméra et qu'on pouvait voir, donc qu'elle jouait un rôle en fait, et que vraiment là c'était une scène de cinéma. Et du coup voilà, ça c'est vraiment bien baissé l'intensité, et du coup a priori, bon maintenant on va pas souhaiter qu'elle soit de nouveau devant un cas de décès, mais en tous les cas elle peut y penser sans avoir cette crainte qu'elle avait. Elle pense qu'aujourd'hui voilà, elle est capable d'approcher quelqu'un qui est décédé. Elle a bien conscience que c'est voilà, cette image-là qu'elle a vue, qu'elle avait, ce sentiment, cette émotion qu'elle a eue est revenue au passé en fait. Donc ça prouve bien que l'esprit, en fait, le cerveau peut vraiment replacer les choses dans leur contexte à un moment donné. Si on lâche prise vraiment, on arrive à remettre les souvenirs juste à leur place, en souvenir, et qu'il n'y ait plus Exactement. l'émotion qui soit associée en fait. Exactement, et tu sais, Delphine, parce que honnêtement, les clients qui viennent travailler avec moi viennent comme dernière ressource, mais comme un sort de grosse déception, parce que depuis des années, elle essaye de faire quelque chose pour s'en débarrasser de certaines problématiques comme ça, mais la problématique est toujours là. Et je vois pourquoi, parce que elle ne travaille pas où il faut, au niveau de l'inconscient et des subconscients qui gardent tous ces souvenirs douloureux et qui les travaillent en permanence comme elle se passe maintenant. Donc, c'est comme la personne, elle va toujours vivre un décès, elle va toujours être abandonnée, elle va toujours être mal aimée, elle va toujours être rejetée en permanence, même si les histoires se sont passées il y a des années en arrière, tu vois. Et c'est pour ça que ça sert à rien de parler. Dans les thérapies traditionnelles, c'est énormément faciliter et favoriser les thérapies cognitives. Tu vas baser sur le mental. Raconte, réfléchis, analyse, rappelle-toi. Or, ça ne marche pas comme ça, tu vois, ça ne marche pas comme ça parce que si je me rappelle la scène, ben je me rappelle et je souffre encore. Donc, tu vois, ça ne sert à rien, ça n'a pas changé. Effectivement, il faut descendre dans cet inconscient. Et tu sais, beaucoup de personnes ne comprennent pas exactement. L'inconscient se trouve au niveau du corps, pas dans ta tête. Dans ta tête, c'est le mental, tu vois. Mais l'inconscient, c'est dans ton corps. Et c'est au niveau du corps que tu dois travailler. Et pour vraiment prouver qu'est-ce que j'ai dit, imagine que tu as 2 ans. Il y a un chien qui te mord, ok? Il n'y a pas de cicatrice qui reste. Tu n'es pas peut-être un petit chien, pas une grosse mort. Il n'y a pas de cicatrice. Personne jamais te parle de cet incident. Tu avais 2 ans. Mais en grandissant, chaque fois quand tu vois un chien, c'est comme quelque chose qui ne marche pas. Toujours tu as un sursaut, tu dis non, 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 moi, chien là, moi et les chiens, ça ne marche pas du tout. Consciemment, tu ne te rappelles pas de cet événement, tu vois. Mais pourquoi? Parce que ton corps a gardé le souvenir. L'image, l'événement, il a été enregistré dans ton inconscient. C'est vrai. C'est ça que ça se passe. Donc, l'inconscience n'est pas dans notre tête. C'est pour ça que ça ne sert à rien que je me rappelle, parce que ça, c'est la partie consciente que j'accède. C'est dans le corps. Et dans tout le travail que je fais avec mes clientes, on habitue le corps, effectivement le corps, à réagir autrement. Et on sort que les nouvelles réactions, le nouveau comportement devient automatique. Donc, la prochaine fois quand quelqu'un va comme me rejeter, tu vois, à la place, soit insulter, soit crier, soit me cacher, soit pleurer, je veux dire, c'est pas grave, je m'en fous de cette personne, ça veut dire qu'elles ne sont pas importantes pour moi et j'ai rien avec elles, c'est pas important pour ma vie, tu vois. La réaction est complètement différente et naturelle, naturelle. Et c'est pour ça que je travaille 6-7 mois pour qu'on arrive là. Mais si tu regardes 6-7 mois, c'est pas beaucoup par rapport à une vie où tous ces mécanismes, elles te tracassent, elles te gardent à terre, elles te détruisent. C'est pas long, 6-7 mois pour désactiver tout ça. Et tu sais qu'est-ce que c'est formidable, Delphine, une fois que le travail est fait, une fois que de nouvelles habitudes se sont installées dans le corps, dans ton mental, tout est différent, les réactions, le comportement, les émotions, ça devient ta deuxième nature. Tu passes vers une nouvelle identité. C'est ici quand je dis tu dois changer ton identité. Tu passes d'une identité blessée à une nouvelle identité libérée de tout ça. Parce que dès que tu ne réalises, dès que tu ne réagis pas de la même façon, tu es une autre. C'est tout simple que ça. Mais les personnes disent, ah, mais je ne veux pas changer mon caractère. Non, 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 c'est pas une question que tu changes caractère ou que tu disparais. Non, juste que tu te débarrasses de tout le ballast, de tout ce qui est extra, de tout ce qui n'est pas toi.
Et finalement, tu te sens légère, tu n'as plus besoin de porter sur ton dos l'histoire de ta grand-mère, de ton mère, de ton père, même tes histoires d'enfance. Tu n'as plus besoin de porter tout ça. Tu te dis, bon, c'est fini, c'est fini. Et l'inconscient va avoir eu cette information, tout est fini. Et maintenant, la vie est libre. Parce que je l'ai constaté sur moi. Tu vois, j'avais dans ma vie un gros problème avec un homme qui m'a énormément blessée, énormément blessée. Et pendant de longues périodes de temps, je ne pouvais pas le pardonner. Je ne pouvais pas le pardonner, c'était trop, trop atroce. C'était trop. Mais un jour, tu vois, je travaillais, je continuais parce que moi, je n'aimais pas ce sentiment de lourdeur. Je sentais comme une sorte de roche qui m'écrasait chaque fois que je le voyais, tu vois. Et un jour, je m'en vais chercher. Moi, lui, il s'est jamais excusé ou quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est moi que je m'en vais le chercher parce que j'avais besoin de ça. Et j'arrive et je lui dis, tu sais, même si tu t'es jamais excusé, c'est pas important, c'est pas important. Mais moi, profondément de tout mon cœur, je te pardonne. Parce que je réalise qu'à travers cette expérience et cette douleur que tu m'as infligée, j'ai énormément grandi à travers cette expérience. Donc, je te pardonne et je te remercie. Delphine, si je peux t'expliquer en mots, à ce moment-là, mais j'étais honnête, comme tu ne peux pas imaginer, vraiment dans mon cœur, tu vois. J'ai senti littéralement que mon corps est devenu léger. J'ai senti que mon corps est devenu léger. C'est comme quelque chose d'invisible avait mis des grands sacs sur mes épaules. Et dès que je me suis placée dans cette énergie de pardon et d'acceptation de ce qui s'est passé, l'énergie est partie, cette lourdeur. Et je me suis sentie vraiment libérée. C'est ça. Tu vois? Et c'est mais c'est ça le processus, parce que je n'aurais jamais pu arriver à ce moment de pardon qui m'avait libérée de toute cette lourdeur. Toutes ces nombreuses reprogrammations que j'ai faites à l'intérieur de moi, tu vois. Et plus jamais c'est revenu cette chose. Plus jamais. Parce que tu vois, j'ai une question clé que j'aime toujours la poser à la fin de mes programmes à mes clientes. Est-ce que tu pourrais redevenir la femme que tu étais avant? Elle a toujours été la même. Non, et je veux pas. J'en veux vraiment pas que je redevienne la même. C'est sûr. Quand on est enfin sorti de ce comme d'une carcasse exiguë, en fait, on n'a pas envie d'y retourner, c'est certain. Parce qu'on se sentait libéré, épanoui. Il est évident que là, on a fait un grand pas en avant. On n'a plus envie de se restreindre, en fait. Exactement. Tu n'as plus envie de revivre. Parce que, tu sais, je dis toujours, comment tu es encouragé à continuer le travail sur soi? Tu es encouragé quand tu goûtes au Graal. Qu'est-ce qu'on dit? Quand tu goûtes à la liberté émotionnelle. Tu goûtes à cette légèreté émotionnelle et tu te réveilles le matin et ça se passe rien d'extraordinaire et tu es juste heureuse. Tu vois? Ouais. Dès que tu arrives au moins une fois pour 5 minutes à rentrer dans cet état, tu dis, waouh, ça fait tellement du bien, tu vois. Et dès que tu retombes dans ton ancien moi où c'est lourd, oh my God, j'aime pas ça. Parce que tu arrives à constater la différence énorme vibrationnelle qui se passe entre l'ancien toi qui était lourd, et la nouvelle toi qui est tout est léger, tout est facile et tout est comme rayonnant. C'est comme tu es dans une sorte de conte de fées où tout est beau, tu vois. Ouais. Et tu ne veux plus revenir. Et je le vois chez mes clientes, Delphine, dès qu'elle arrive à vivre, parce que plus tu vis en 5 minutes, la prochaine fois, ça va être en 10 minutes, après en 15 minutes, après, tu vas graduellement, de plus en plus, tu vas avoir accès à ces états de légèreté émotionnelle. Et dès que tu rentres, ça arrive quelque chose et tu retombes d'un coup dans une sorte de lourdeur émotionnelle, tu dis, ah non, je veux plus ça. Et tu pédales comme une folle, tu fais absolument tout pour sortir de là. Ouais, c'est vrai. Mais l'affaire, c'est que dans la première étape, avant de faire ce type de travail sur soi, tu ne réalises même pas qu'est-ce que tu fais, comment tu vis, à quel point c'est lourd, qu'est-ce que tu vis. Tu ne réalises même pas. Ouais. C'est vrai, parce qu'on fait tout un chemin qu'on on ne s'en rend compte en fait vraiment que quand on en est sorti finalement. Et tout ça, c'est possible parce qu'on fait un travail de cohérence personnelle aussi, en fait. Donc on va vraiment travailler en fait sur qu'est-ce qui est important pour soi, donc sur ses valeurs aussi. Et donc aller associer ces valeurs à chaque instant de notre vie. Et finalement, quand on commence à nourrir nos valeurs, en fait, on voit pas comment on pourrait faire autrement. Si on ne les nourrit pas, on vit pas notre vie, on vit celle des autres. Et quand on a commencé à vivre notre vie, il est hors de question de la mettre de côté pour vivre celle des autres. On ne peut pas être une marionnette en fait. Donc voilà, là forcément,
tout, tout prend sens en fait à ce moment-là. Et tu sais, Delphine, je dis souvent à mes clientes, et généralement, tu vois, dans le monde du développement personnel, il y a cette phrase, tu es le maître de ta vie, tu vois, tu es le maître de ta vie. Mais il y a très, très, très peu de personnes qui comprennent réellement c'est quoi être maître de ta vie. Tu es le maître de ta vie, ça veut dire quand tu as coupé les ficelles des autres, hein, tu vois, c'est plus ta mère qui te manipule émotionnellement, c'est plus ton père qui t'a fait, je sais pas, c'est pas ton ex, c'est pas ton emploi, c'est pas ton boss. Et tes réactions émotionnelles ne dépendent plus de ton environnement extérieur. Parce que dès que tu ne dépends plus émotionnellement de ton environnement extérieur, tu es libre émotionnel. Alors tu deviens effectivement le maître de ta vie. Et quand une personne t'insulte, tu lui dis, bah, ça ne m'intéresse pas que je rentre dans ce type de conflit. Tu vois? Je parlais avec une cliente qui a beaucoup de difficultés avec le regard des autres. C'est comme, elles ne se sentent pas assez importantes, pas assez valorisées, pas assez bonnes, tout ça. Et je disais, écoute, si moi je m'en vais au cinéma, et s'il y a une personne qui arrive, moi je reste en file pour acheter mon billet. Tu vois, il y a beaucoup de monde, c'est un bon film, j'attends dans la file. Mais d'un coup, il y a quelqu'un qui coupe ma place et il marche sur mes pieds. Peut-être elle même me pousse pour acheter un billet. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Mais elle me dit, ben c'est tout de suite qu'elle t'a manqué de respect. Il faut que tu mettes le pied à terre et que tu reprends ta place. Mais je dis, non, 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 non. Tu sais qu'est-ce que moi j'ai fait? Je lui ai dit, ben écoute, si vous êtes tellement pressé, je vous laisse. Allez-y avant moi. Elle dit, comment c'est possible? Je elle t'a manqué de respect. Mais je dis, est-ce que réellement le respect, ça me vient des autres ou ça me vient de moi-même? Est-ce que j'ai tellement, tellement besoin qu'une personne que je connais même pas, qu'elle me montre du respect? Une personne qui, en partant, ne connaît pas le respect parce qu'elle n'aurait pas fait ça, tu vois? Alors pourquoi me battre pour revendiquer quelque chose qui va jamais venir? Et pourquoi je dois dépendre des autres pour me sentir respectée? Tu vois? Pour elle, c'était comme, waouh, ça c'est une nouvelle manière de voir les choses. Mais c'est tout à fait vrai. Parce que je dis, écoute, si elle va devant moi, si elle a marché sur mon pied, si elle m'a poussé, ça part de qui elle est, pas de qui je suis. Elle m'a manqué rien à moi. Parce que moi, je reste toujours la même. Elle montre pleinement qui elle est. Et c'est sa vie. Elle fait ce qu'elle veut. Elle se comporte comme elle veut. Tu vois? Parce que le temps que moi, je ne réagis pas, je ne peux pas rentrer dans cet échange négatif d'énergie. Tu vois? Tout à fait. Je ne rentre pas. Donc, je ne deviens pas sa marionnette émotionnelle. Donc, tu vois, comme tu peux devenir une marionnette émotionnelle, même des personnes comme ça dans la rue ou que tu es accidentellement croisé, dès que tu réagis à ce qu'ils font. Dès que tu réagis, ça veut dire que leur comportement a déterminé comment toi tu te sens. Et moi, je ne veux pas ça. Moi, je reste dans qui je suis. Et c'est comme ça que je garde ma verticalité, c'est comme ça que je garde ma paix d'esprit. Mais ça, pour arriver à ça, il faut un énorme travail de reprogrammation. Je te mens pas. Ça fait des années que je travaille sur ça. C'est des années et il faut surtout travailler avec de bons outils. Et moi, je te dis honnêtement, même maintenant, je suis en formation aux États-Unis pendant une année, justement, côté enseignement pour apprendre plus sur les techniques de l'inconscient. Mais j'ai toujours eu des coachs. J'ai toujours eu des coachs, j'ai toujours eu des formations, toujours eu... Moi, je ne reste pas comme ça parce qu'à chaque niveau, il y a un autre niveau et tu dois toujours évoluer. Ouais. C'est ça, on a toujours besoin et envie de toute façon d'apprendre un peu plus. Moi, c'est pareil, je vais passer une certification, mais je sais que voilà, je vais encore continuer sur d'autres choses. C'est ce besoin que l'on a quand on a commencé un travail de rencontre avec soi-même. Finalement, c'est ça. C'est qu'on apprend à se connaître et du coup, on a besoin de continuer. On a envie d'en savoir plus, d'avancer encore. Et c'est vrai que ça permet aussi en même temps de nous créer notre vie à nous, vraiment. C'est pas notre vie, c'est pas juste voilà, j'ai un travail, j'ai des enfants, j'ai une maison. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est aussi se réaliser, savoir qui on est et savoir encore une fois nourrir ce qui est important pour soi chaque jour. Et parfois, ça doit passer même avant même nos enfants. C'est-à-dire que c'est d'abord nous qui devons être remplis si on veut pouvoir s'occuper aussi des autres membres de notre famille. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est tout à fait vrai. confiance. C'est tout à fait vrai qu'est-ce que tu dis parce que je vois toujours dans mes programmes les personnes qui ont des enfants, tu vois, dès qu'elles arrivent à faire ce profond travail sur elles, elles changent
mais leur enfant change aussi, son mari change aussi. C'est comme tout l'environnement qu'elle touche change en même temps avec elle. Pourquoi? La réponse est très simple, parce que c'est elle qui a changé ses comportements. Elle est plus tellement réactive, elle est plus tellement dans les reproches, elle est plus tellement dans tu as pas fait ci, tu as elle est plus ça. Tu vois, dès que tu es plus ça, les autres vont répondre à qui tu es. Si par exemple, toi tu viens me voir et tu me dis je te déteste, je veux plus te voir, tu m'énerves, et je dis ok, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? C'est ça, il y a plus de prise en fait finalement, et c'est là qu'on se rend compte que la systémie en fait change. Il y a plus ce triangle de le sauveur, le bourreau, tout ça. En fait, il y a plus de tout ça, parce qu'à partir du moment où il y en a un qui n'est plus dans ce système-là, bah en fait il y a plus de ça glisse, il y a plus de prise. Exactement. C'est ça, je te dis. Donc, si toi, tu viens tout énervé contre moi et si je ne réagis pas, ben la chose finit ici. Parce que si moi je dis, mais toi aussi tu m'énerves, toi aussi tu as fait ci, tu as fait ça, tu dis, ah, mais tu te rappelles, tu vois, la chose ne fait que grandir, grandir, grandir. Mais si moi je reste dans mon énergie et je dis, non, je refuse de rentrer sur ce terrain, ben, tu peux rien me faire. Et quand une maman change, comme une personne change, le milieu réagit. En premier, elle ne réagit plus. Et quand les autres viennent l'attaquer, elle ne réagit plus non plus, tu vois. Donc, c'est la paix. Et alors, les autres, parce que mes enfants disent qu'il y a un problème avec moi, j'ai trop changé. Je ne contrôle plus leur linge, comment il est plié dans les armoires. Je ne contrôle plus. Mais elle dit, waouh, maman, quel miracle t'est arrivé, tu es plus venue contrôler notre linge. Je dis, débrouillez-vous, faites qu'est-ce que vous voulez avec votre linge, c'est à vous de le porter. Et l'enfant dit, quel extraterrestre a kidnappé ma mère pour peut-être ils ont remplacé maman et ma mère, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Et tout simplement, elle a compris que ça, c'est un contrôle excessif pour des choses qui n'avaient même pas d'importance. Parce que ces enfants aussi doivent apprendre le leçon. Et son contrôle permanent, son emprise permanente n'était en fait que sa manière de vouloir assurer une sorte de sécurité, mais pour elle-même, tu vois. Parce que les personnes qui sont hyper contrôlantes, c'est des personnes, ça exprime une profonde manque de sécurité émotionnelle. Et à travers le contrôle, il essaye de se sécuriser. Parce que qu'est-ce que moi je te dis, la sécurité émotionnelle, elle est super importante. Et la physique et émotionnelle, parce que ça, c'est relié à notre instinct de survie. Tu vois? Donc, c'est pour ça que quand tu essaies tout de contrôler tout le temps, tu te dis, j'ai peur que je vais mourir. Instinctuel. Tu vois? C'est ça qui se passe. Mais quand tu comprends, écoute, si le linge de tes enfants il est correct, tu ne vas pas mourir si les pantalons ne sont pas pliés comme il faut. Elle a compris ça, qu'elle ne va pas mourir pour ça. Dit ok, c'est correct, je suis en sécurité, je vais survivre à ça. Et tout son comportement change, toute sa manière de réagir change complètement. Et c'est vrai que ça, on a des instincts de survie qui sont toujours là. Et notre amygdale, bien sûr, elle va pas se mettre en route parce que, alors l'amygdale, donc c'est une petite partie du cerveau pour les personnes qui ne savent pas, qui réagit à la peur en fait. Et c'est vrai qu'à la base, notre cerveau primitif, on réagissait parce qu'il y avait un lion ou qu'il y avait un danger immédiat. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va plus rencontrer de lion. C'est vrai. Mais on va rencontrer quand même comment dire, des situations en fait où on va se sentir bien en insécurité. Et c'est vrai que voilà, la dame, peut-être que pour elle, le fait que ses enfants ne soient pas habillés proprement, avec voilà, tout bien repassé, tout rangé, peut-être même le pli, pour montrer la pliure du repassage et tout ça, eh bien pour elle c'était tellement important parce que peut-être qu'effectivement l'image que ses enfants allaient donner, ou sa famille allait donner à l'extérieur, allait donner aussi une étiquette dans la société. Et que si elle n'avait pas cette étiquette, cette appartenance, elle allait se retrouver seule, éloignée du reste de la société. On ne peut pas vivre sans le groupe, en fait. Et donc, on retrouve ça même dans ces petits trucs d'aujourd'hui, notre vie moderne. Et ben, en fait, l'amygdale est toujours là à lancer ces signaux d'alerte. Et voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, juste que cette fois, pour des choses qui vont pas réellement mettre notre vie en danger, tu vois. C'est vrai. C'est ça que ça se d'ailleurs que des personnes vont persister à rester sur le même travail, par exemple, parce qu'elles se disent, mais je suis obligée, je suis liée comme ça, il me faut des sous pour payer mon loyer. Mais en fait,
elles pourraient très bien, parce qu'elles en font une dépression, un burn-out, une personne qui ne supporte pas du tout leur job et qui continue encore, enfin, voilà, qui sont dans des usines ou autres, qui vont aller se mettre dans un état PLS, comme on dit, hein, vraiment. Et voilà, parce qu'elles n'ont même pas idée qu'elles peuvent lâcher celui-là et en fait et trouver autre chose. Et que ça peut se passer comme ça aussi. En fait, elles ont tellement peur que du coup, voilà, elles vont rester attachées à ce qui finalement est en train de les détruire et bien souvent de détruire leur famille aussi. Exactement, exactement. Et tu vois, Delphine, qu'est-ce que moi je dis? La société moderne nous a amené à ne pas être obligé de vivre des choses réellement qui vont mettre notre vie en danger, mais les instincts primaires et qui nous sommes réellement restent en place, tu vois, restent en place et continuent à conduire notre comportement. Et le gros problème, c'est que personne t'enseigne ça. Est-ce que quelqu'un t'a appris tout ça à l'école primaire pour te dire comment fonctionner correctement? Justement, je lisais l'autre jour un livre et pendant que je lisais, my God, écoute, nous sommes comme des ordinateurs super complexes sans manuel d'utilisation. On nous a juste balancé ici, débrouille-toi, pendant que nous sommes tellement complexes, mais on n'a pas du tout le manuel d'utilisation et on fait n'importe quoi. On vit comme on peut, comme on regarde à gauche, à droite, on fait des erreurs. C'est pour ça que c'est ce bordel total dans nos existences. Parce que personne nous a enseigné. Tu sais, ces choses que toi et moi, on parle. Si quelqu'un prenait le temps de les intégrer à la place de nous stresser avec les maths, chimie et physique pendant des années qu'on n'utilise plus jamais, de mettre une classe de comment vivre correctement ta vie, comment te reconnecter à tes émotions, comment reprogrammer ton mental. Ça, ce serait des classes super importantes, intéressantes pour tout enfant. Donc, imagine des enfants qui grandissent comme ça, qui connaissent tout ça. Imagine leurs enfants comme ils seront. Donc, ils vont plus reproduire ce type de modèle, tout ce bazar et tout ça. Et imagine à quel point notre vie, ce sera paisible. Tu vois, ce sera formidable. Et c'est pas maintenant, j'ai eu dans mon programme une madame de 82 ans, j'avais, je pense. À 82 ans, tu apprennes à enfin écouter tes émotions. C'est triste, c'est très, très triste. Mais c'est beau comme d'y arriver, même à cet âge-là, de se dire que voilà, ben, tout n'est pas perdu. En fait, peu importe l'âge qu'on a. C'est moi, je voyais tout à l'heure, j'étais en discussion justement avec quelqu'un qui me disait que elle avait peur de pas savoir, voilà, en fait, de pas pouvoir en fait comment on dit, se libérer et vraiment, voilà, j'ai pas le mot, se développer finalement. Et elle me parlait de quelqu'un d'autre qui avait commencé très jeune et tout, et c'est normal que là il en soit là et tout. Je dis, mais justement, parce qu'il a commencé jeune en fait. Il aurait pu lui-même aussi se dire, comme toi, tu te dis, oui, mais moi je suis trop vieille. Lui, il aurait pu très bien se dire, d'ailleurs, il se l'est dit, je suis trop jeune, je vais pas être crédible. Et en fait, finalement, il a dépassé ça et aujourd'hui, il a réussi à avancer. Et voilà, l'âge, ça ne veut rien dire. Qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, peu importe. C'est justement là qu'on voit qu'on a de la chance aujourd'hui justement de pouvoir accéder en fait à toutes ces informations beaucoup plus facilement grâce à Internet. Il y a 50 ans de ça, c'était pas possible d'aller aussi vite en fait. Vraiment. Mais tu sais, Delphine, oublie ça 50 ans. Mais en fait, ces informations-là, elles ont été toujours accessibles, mais juste pour une élite. Juste pour une élite. Pourquoi? Parce que la conscience humaine n'était pas prête. Même maintenant, en 2024, je te dis qu'il y a beaucoup de difficultés à comprendre ces choses-là. Il y a beaucoup de difficultés à comprendre parce que le niveau de conscience n'est pas là. C'est pour ça, dans mes programmes, je travaille seulement et seulement avec des femmes qui ont pris ce chemin du développement personnel, qui comprennent qu'est-ce que je dis. Parce que sinon, c'est comme tu lances des pierres dans un océan et tu espères construire un pont. Ça va jamais aller. C'est pour ça que je fais cette grande sélection. Le niveau de conscience n'est pas là. Le niveau de conscience, malheureusement, c'est vrai parce que je vois, je le constate, je suis un peu partout sur tous les réseaux sociaux et je vois, tu parles des choses comme ça, tu dis, ah oh, c'est quoi ça, ça m'intéresse pas. Ou... Non, juste elle continue à vivre dans les anciens patterns. Et je te dis, peu importe à quel point tu souffres, si tu n'as pas le niveau de conscience approprié qui va te dire, c'est le temps que tu changes quelque chose dans ta vie, tu vas mourir dans cette souffrance. Tu vas mourir dans cette souffrance. C'est tout court, c'est tout simple que ça. C'est tout simple que ça. Si tu me donnes la permission, tu sais, justement, je veux
m'adresser aux personnes qui regardent dans ta communauté. Si tu veux connaître un peu plus sur tout ce que nous on parle ici, et surtout si tu veux connaître plus de méthodes de reprogrammation mentale et tous ces mondes-là, j'organise le 28 septembre un défi de 5 jours. C'est libérer son enfant intérieur, parce que ça c'est ma spécialité, l'enfant intérieur. Mais comme je dis toujours, les reprogrammations mentales qui sont nécessaires pour libérer cet enfant intérieur, j'organise absolument gratuit. C'est un super beau challenge 5 jours. Pendant 5 jours, on va passer 2 heures en plein live avec des centaines de personnes qui sont dans la même dynamique. Et ça va être extraordinaire si vous pouvez vous joindre. Plus tard, Delphine, tu mettras le lien en commentaire. Les personnes qui veulent s'inscrire, ce sera génial. Et je vous attends avec beaucoup de plaisir. Ouais, et puis surtout, n'hésitez pas, oui, à vous inscrire. C'est des moments très ludiques. Moi, je l'avais fait. Et on bouge en plus. Et ça, c'est génial parce que j'imagine que tu fais toujours un peu bouger tout le monde, l'auditoire, enfin l'audience. Et c'est vrai que c'est ce côté dynamique, je trouve, nous relie vraiment. Et on reste toujours en permanence, du coup, très attentif finalement à ce que tu amènes comme sujet. Et c'est vraiment très important ça. C'est justement parce que je connais très bien comment ça fonctionne notre mental. Et je sais que, tu sais, le span d'attention, l'attention, comme les émotions sont commises sur l'électrocardiogramme. Tu as des hauts d'attention et des bas d'attention, tu vois. Et plus tu restes posé comme ça, plus attention baisse, 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 le temps que tu m'entends, mais tu m'entends pas. Tu m'écoutes, mais tu ne m'entends pas, tu vois. Et c'est pour ça que dès que tu actives l'énergie dans le corps, le span d'attention, oups, tu sors du trou et tu montes de nouveau dans le pic d'attention. Ce sont toutes des stratégies parce que, comme je te dis, ça fait des années que j'étudie notre fonctionnement, là, justement parce que ça me passionne. Pour moi, comme tu peux voir, c'est vraiment une grande passion. Et je vais la partager avec le plus grand nombre de personnes. Pourquoi? Parce que être heureux, finalement, Denise, excuse-moi, je parlais avec une amie, Denise Delphine, qu'est-ce que les humains cherchent? Qu'est-ce que les humains cherchent? Tout court, en quelques mots, qu'est-ce que les humains, généralement, veulent dans leur vie? Selon toi? Déjà, s'épanouir, j'imagine bien, se trouver eux-mêmes. Oui, mais avant ça, si on prend les choses, ça c'est comme un langage du développement personnel, ok? Mais si tu demandes des personnes dans la rue qui n'ont rien, dis-moi qu'est-ce que tu veux dans la vie? Elles vont te dire, je veux être heureux. Oui. C'est simple, c'est simple. Tout le monde veut être heureux, ok? Comment tu t'en prends pour arriver là, c'est une autre histoire. Mais tout le monde réellement, ils veulent être heureux. Même quand ils disent, je veux de l'argent, ils ne veulent pas réellement de l'argent. Ils veulent le bonheur que l'argent peut leur procurer. Tu vois? Donc, le but ultime, c'est le bonheur. Mais enfin, si tu arrives vraiment à comprendre toutes ces choses-là que moi j'enseigne, arriver à vivre heureux, c'est pas compliqué, c'est pas difficile, c'est pas long. Parce que tu as juste à, comme imagine que tu es en plein été, mais tu as 2500 manteaux sur toi. Mais tu crèves de chaleur. Et tu dis, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais écoute, tu as juste à enlever les manteaux et c'est tout. C'est la même chose. Parce que qu'est-ce qui nous garde permanent dans cette souffrance sont les couches, d'innombrables couches des conditionnements négatifs. C'est ça. Donc, plus tu enlèves les couches, plus tu arrives en petite chemise en bretelle d'été et tu es super bien au soleil. Tu vois. C'est la même chose. Et c'est ça que je montre comment faire parce que pendant ces 5 jours, on va construire comme sur des cartes de route. Chaque jour va venir avec sa spécificité, avec ses choses, avec ses exercices. Et je te dis, Delphine, mon défi n'est pas le même d'une session à une autre. Je change toujours parce que moi, je suis une personne en expansion. Et le challenge, il entre en expansion avec moi. Donc, chaque session, chaque jour, il est différent des autres, tu vois. Donc, c'est toujours quelque chose de nouveau que je rajoute. Alors, c'est ça que si les personnes qui regardent ont vraiment cette curiosité, et plus que curiosité, Delphine, si toi, tu as fait un autre travail sur toi, tu vois, tu as vécu tes aventures de vie et tes problèmes, et je te vois aujourd'hui et je suis tellement, tellement, tellement admirative pour toi, pour tout ce que tu as accompli vraiment quand je vois ton parcours. Et je le dis aussi pour moi, ma transformation, mais je vois une chose en commun qu'on a des femmes comme nous et des personnes comme nous. C'est un désir fou de t'en sortir. Tu vois? C'est plus que l'argent, c'est plus que la méthode, plus que le coach, plus que le psy, c'est un désir. Tout commence avec un désir fou de ne plus souffrir. Et je le vois, toutes les personnes dans mes programmes, c'est ça qu'elles réussissent à complètement transformer leur vie parce que ce désir est là.
Sans désir, tu t'attends toujours que c'est moi qui te sauve. Moi, je peux sauver personne. Tu vois? Or, je vois mes clientes, que j'avais une cliente, my God, elle avait des gros problèmes. Je lâche pas, je lâche pas. Je m'en vais jusqu'à la fin, je lâche rien, je recommence. Et c'est ça qui a fait que sa vie s'est complètement transformée. Et ça, Donc, il faut vraiment que tu désires de tout ton cœur. c'est vraiment une décision non négociable. C'est ce qu'on dit, ce dont on Exactement. parlait l'autre jour. Et ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment profondément ancré, qui vient de soi, qui vient de son ventre, en fait. Et à partir du moment où on fait jaillir ça, les gens, ils le voient, qu'on est inarrêtable. C'est même pas la peine de nous parler de quoi que ce soit. Il y a plus de, il y a plus de grappin sur nous, en fait. À ce moment-là, on avance. On est focus sur ce qu'on veut, Exactement. en fait. Et donc là, il y a rien qui peut nous arrêter. Ouais. Exactement. Donc, qu'est-ce que je peux dire, Delphine? Merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui. Je ne vais pas prendre plus de ton temps. Mais en tout cas, je suis très heureuse toujours dans nos échanges, quand je fais des échanges avec toi. Et on discute de toutes ces choses qui nous tiennent au cœur, qui sont importantes, tu vois, qui nous passionnent, qui nous allument. Je suis très heureuse et merci beaucoup pour ton invitation. Et merci à toi aussi, Ginestra. J'espère que vous avez tous pu profiter de certaines notions. Déjà, vous êtes certainement retrouvés aussi dans l'évocation de certaines choses dont parlait Ginestra. Et je vous encourage vraiment à vous inscrire. Donc, je vais vous mettre le lien en dessous en commentaire. Surtout, n'hésitez pas, surtout si vous n'avez jamais fait. Alors, allez-y, c'est gratuit. C'est là à partir du 28, c'est ça? Oui, 28. 28 pendant. Jusqu'au 2 octobre. Ok. Réellement, c'est très bénéfique. Même si vous doutez quoi que ce soit, allez voir. Allez voir, je vous assure que de toute façon, vous allez trouver vraiment des pépites, c'est certain, dans ce défi. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup. Et j'espère vous retrouver, les membres de la communauté de Delphine, dans ma communauté, parmi les personnes qui participent à ce défi extraordinaire. Et pourquoi pas de voir qu'au bout de 5 jours, des transformations super importantes ont eu place et lieu dans votre vie. Parce que c'est ça qu'est-ce que je désire et je souhaite à tout le monde. Et une dernière chose pour finir, qu'est-ce que moi je vous disais, tout le monde veut le bonheur. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas long pour obtenir ce bonheur que tout le monde cherche. Merci, Ginestra. Merci à toi, Delphine. Bye bye à tout le monde. Bye.